Dans un monde où les vitrines brillent plus que les cœurs, un simple geste peut briser le silence des destinées. Ce soir-là, alors que l'ombre de la faim pesait plus lourd que la neige, un regard traversa la porte d'un salon doré. Un regard capable de bouleverser Tudo. Entre deux univers que jamais n'auraient dû se croiser, une décision audacieuse ouvre la voie à un secret prêt à surgir, à un passé qui exige réparation, à un choix douloureux entre l'orgueil et la compassion. Restez avec nous. Et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. L'histoire ne fait que commencer. Les rues de Paris bruissaient sous le poids d'une nuit d'automne en 1890, l'air chargé d'une humidité froide qui s'infiltrait jusqu'aux os. Pierre Duval, un jeune homme de 25 ans aux épaules voûtées par la faim et le désespoir, s'était adossé au mur glacé d'un restaurant luxueux du boulevard des Capucines. La lumière des becs de gaz dansait sur les vitres embuées, révélant à l'intérieur un monde de cristal et d'opulence. Serveurs en frac noir glissant entre les tables drapées de lin blanc, rires étouffés des élégantes en robe de soie, et l'arôme enivrant de plats raffinés qui torturaient ses narines affamées. Pierre n'avait pas mangé depuis 2 jours. Fils d'un modeste tailleur ruiné par la crise du coton, il errait depuis des mois, cherchant du travail dans les ateliers bondés de la capitale. Ses vêtements usés, un manteau rapiécé et une chemise tachée le marquaient comme un intrus dans ce quartier des théâtres et des fortunes. Ses yeux, d'un bleu fatigué, fixaient le trottoir, évitant les regards méprisants des passants emmitouflés dans leur fourrure. « Pourquoi moi ?» murmurait-il parfois, serrant les poings contre son ventre qui grondait comme un orage lointain. Soudain, un fiacre s'arrêta devant l'entrée illuminée. La portière s'ouvrit, et en descendit une silhouette qui semblait sortie d'un tableau impressionniste. Sophie Beaumont, 22 ans. Fille unique d'Henri Beaumont, le magnate des chemins de fer qui avait bâti un empire sur les rails, reliant Paris à l'Europe entière. Sa robe de taffetas vert émeraude, ornée de perles discrètes et d'un corsage ajusté soulignant sa silhouette gracile, capturait les reflets des lanternes. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué, agrémenté d'un chapeau à plumes. À ses côtés, son chaperon, une dame âgée aux manières guindées, ajustait son châle de cachemire. Sophie s'arrêta net en apercevant Pierre. Ses yeux verts, pétillants d'une curiosité inhabituelle pour une jeune fille de la haute société, se posèrent sur lui avec une intensité qui le fit se redresser malgré lui. Elle avait vu bien des miséreux dans les faubourgs lors de ses rares escapades philanthropiques, mais quelque chose en cet homme, sa posture fière malgré la détresse, son regard qui ne quémandait pas, la frappa comme un coup de poignard au cœur. Le restaurant, le Maxims, était son refuge hebdomadaire, un lieu où elle échappait à l'emprise étouffante de son père, veuf autoritaire qui la destinait à un mariage d'alliance. « Attendez !» dit-elle à son chaperon, qui fronça les sourcils. Sophie s'approcha de Pierre, ignorant les murmures des passants. « Monsieur, vous semblez avoir faim. Joignez-vous à nous pour dîner ?» Pierre leva la tête, stupéfait. Sa voix rauque trahit son incrédulité. « Moi, dans un endroit comme celui-ci ? Mademoiselle, vous vous méprenez. Je ne suis pas un mendiant. »« Et qui suis-je pour juger ?» répondit-elle avec un sourire timide mais ferme. « Mon nom est Sophie Beaumont. Et vous ? » ?»« Pierre Duval, » balbutia-t-il, sentant une chaleur monter à ses joues pour la première fois depuis des semaines. Le chaperon s'avança, alarmé. « Mademoiselle Sophie, c'est inconvenant. Votre père, mon père n'est pas ici, » coupa Sophie, son ton trahissant une rébellion contenue. Elle tendit la main gantée vers l'entrée. « Venez, une table nous attend. » Pierre hésita, son estomac protestant bruyamment. Comment refuser ? Ce geste, si simple en apparence, ouvrait une brèche dans le mur invisible qui séparait leur monde. Il la suivit à l'intérieur, où l'orchestre jouait une valse langoureuse de Strauss. Les regards se tournèrent vers eux, curiosité, scandale, amusement. Un serveur surpris les guida vers une table isolée près de la fenêtre. Assis face à elle, Pierre se sentait comme un poisson hors de l'eau.
Sophie commanda pour eux foie gras, sole meunière et une bouteille de champagne millésimée. « Racontez-moi votre histoire, » dit-elle doucement, ses yeux ne le quittant pas. « Paris est une ville de contraste, n'est-ce pas ?» Il parla, d'abord hésitant, puis avec une passion refoulée, sa jeunesse à Lyon, la mort de son père, les rêves brisés d'un apprentissage chez un grand couturier. Sophie écoutait, captivée, oubliant presque le protocole qui l'étouffait. Pour la première fois, elle se sentait vivante, loin des bals obligés et des prétendants fades. Mais au fond de la salle, un homme aux traits acérés observait la scène. Victor Langlois, le cousin ambitieux d'Henri Beaumont, qui convoitait la fortune familiale. Ses lèvres se pincèrent en un sourire froid. Cette invitation imprudente de Sophie venait de semer les graines d'un scandale qui pourrait tout changer. Tandis que Pierre savourait sa première bouchée, un frisson le traversa. Était-ce le festin ou le début d'une tempête? Sophie, ignorant le danger, leva son verre. À des rencontres inattendues. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des prochaines aventures et commentez-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence. Environ 870 mots. Le lendemain matin, le soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle de l'hôtel particulier des Beaumont, rue de Rivoli, Sophie se réveilla avec une effervescence inhabituelle au cœur. La chambre, meublée de bois de noyer poli et de tapisseries aux motifs floraux, respirait l'opulence discrète de la bourgeoisie triomphante. Son lit à baldaquin, drapé de soie ivoire, contrastait avec les souvenirs encore vifs de la veille. Ce jeune homme affamé, Pierre Duval, et son regard hanté qui avait percé les murailles de sa routine étouffante. Elle s'assit, repoussant les couvertures brodées. À 22 ans, Sophie était l'héritière d'un empire ferroviaire bâti par son père, Henri Beaumont, un veuf de 55 ans aux tempes grisonnantes et à la moustache impeccablement taillée. Henri dirigeait ses affaires d'une main de fer depuis son bureau au lambris sombre, entouré de dossiers jaunis et d'encriers en cristal. La famille, installée à Paris depuis la reconstruction post-Sédan, incarnait l'ascension fulgurante de la Troisième République, des dîners formels où l'on discutait de bourse et de politique, des réceptions où les invitations étaient pesées comme de l'or. Sophie glissa ses pieds dans des mules de velours, puis sonna sa camériste, une jeune femme discrète nommée Élise. « Préparez-moi une robe simple pour la matinée, Élise, quelque chose de coton clair avec un col montant. » Élise hocha la tête, habituée aux caprices de sa maîtresse. Sophie refusait souvent les corsets trop serrés imposés par la mode, préférant une liberté qui choquait les commères du faubourg Saint-Germain. Vêtue d'une jupe plissée et d'un corsage à manches bouffantes, elle descendit l'escalier de marbre, ses pas étouffés par le tapis persan. Dans le salon, Henri Beaumont prenait son petit déjeuner en lisant Le Figaro. La table était dressée avec précision. Porcelaine de Limoges, argenterie gravée aux initiales familiales et un samovar fumant diffusant l'arôme du thé de Ceylan. « Bonjour, père », dit Sophie en s'asseyant, évitant son regard scrutateur. Henri replia son journal, ses yeux bruns plissés par l'habitude de jauger les hommes comme des contrats. « Bonjour, ma fille. J'ai entendu des rumeurs sur ton escapade d'hier soir au Maxims. Ton chaperon, Madame Duvalier, m'a rapporté une invitation imprudente. Sa voix, grave et mesurée, portait l'autorité d'un homme qui avait négocié des millions avec les Rothschild. Sophie piqua un fruit dans le compotier, feignant la nonchalance. Ce n'était rien, père, juste un geste de charité. Paris regorge de miséreux depuis la crise. Mais intérieurement, son pouls s'accéléra. Pierre n'était pas un simple mendiant. Ses mots sur Lyon, sa voix rauque chargée de rêves inachevés, l'avaient touchée plus profondément qu'elle ne l'admettrait. Henri but une gorgée de café, son visage buriné par des années de négociations acharnées. La charité se fait en dons anonymes, pas en invitant un inconnu à table. Tu sais ce que l'on attend de toi, un mariage avantageux. Le comte de Lafayette a exprimé son intérêt, et Victor. Il s'interrompit, jetant un œil vers la porte.
Victor Langlois, son cousin de 30 ans, vivait sous leur toit depuis la mort de sa propre mère. Ambitieux, aux cheveux noirs plaqués en arrière et à la silhouette élancée, Victor gérait les comptes secondaires de l'Empire Beaumont, ses yeux calculateurs toujours en quête d'une faille. Victor entra à cet instant, impeccable dans son gilet de soie grise et son pantalon rayé. « Bonjour, oncle Henri, Sophie. » Son sourire était poli, mais ses lèvres minces trahissaient une tension contenue. Il s'assit, servant une tranche de pain grillé. « J'ai croisé Madame Duvalier ce matin. Elle était agitée au sujet de cet incident au restaurant. » Sophie sentit une rougeur monter à ses joues. « Victor, ce ne sont pas vos affaires. » Les relations familiales étaient un labyrinthe de convenances. Henri voyait en Victor un allié pour asseoir l'héritage, tandis que Sophie le percevait comme une ombre possessive, toujours à murmurer des conseils empoisonnés à son père. Henri tapa du poing sur la table, faisant tinter les couverts. « Assez, Sophie, tu es une Beaumont. Ton comportement influence notre nom. La société parisienne est un échiquier, un faux pas, et nous perdons des alliances. » Il se leva, ajustant sa redingote noire. « Aujourd'hui, tu m'accompagnes à une réunion à la bourse, et oublie cet épisode. » Sophie acquiesça en silence, mais son esprit vagabondait vers Pierre. Où était-il ce matin? Retournerait-il à sa misère des rues? Le petit déjeuner se poursuivit dans une atmosphère lourde, ponctuée de silence où les cliquetis des tasses résonnaient comme des avertissements. Élise servit des œufs pochés, mais Sophie avala à peine une bouchée, son appétit émoussé par l'étouffement de ce monde doré. Après le repas, elle se retira dans la bibliothèque, un sanctuaire aux étagères rempli de volumes reliés cuir. Balzac, Hugo et des traités sur les chemins de fer que son père lui imposait de lire. Assise près de la fenêtre donnant sur les Tuileries, elle observa les promeneurs en habit du dimanche. Un fiacre passa, évoquant inévitablement la veille. Était-ce folie de penser à lui? La haute société dictait des règles inflexibles. Les femmes comme elle devaient naviguer entre bals masqués et mariages arrangés, sous l'œil vigilant des chaperons et des journaux mondains. Soudain, un valet entra, portant un plateau d'argent. « Mademoiselle, une lettre pour vous. » Sophie brisa le sceau ciré, le cœur battant. L'écriture était élégante, mais anonyme. « Votre geste d'hier a été remarqué. Prenez garde aux ombres qui guettent les imprudents. Un ami. » Elle froissa le papier, un frisson glacé la traversant. Était-ce une menace ou un avertissement bienveillant? Victor, passant dans le couloir, capta son trouble du coin de l'œil, un sourire fugace aux lèvres. Dehors, Paris s'éveillait à sa routine, vendeurs criant leurs journaux, calèches claquant sur le pavé. Mais pour Sophie, le monde commun de privilèges venait de se fissurer, laissant entrer un souffle de conflit qui promettait de tout emporter. L'après-midi s'étirait paresseusement sur Paris, avec ses boulevards animés par le cliquetis des omnibus et les appels des marchands de marronniers. Sophie, encore troublée par la lettre anonyme, avait décidé de sortir seule, prétextant une visite à une amie pour échapper à l'atmosphère oppressante de l'hôtel particulier. Vêtue d'une robe de promenade en laine grise, avec un mantelet bordé de fourrure et un chapeau à voilette qui masquait à peine son agitation, elle marchait d'un pas vif vers le jardin des Tuileries. L'air frais de novembre caressait ses joues, mais ne dissipait pas le malaise qui lui nouait l'estomac. Qui avait pu envoyer ce message? Victor, avec son regard calculateur. Ou pire, un valet soudoyé par son père. Elle s'assit sur un banc de fer forgé, observant les enfants jouer près de la fontaine, leur rire contrastant avec son tourment intérieur. La veille au Maxims avait été un éclat de lumière dans sa vie codifiée. Les conversations avec Pierre, ses yeux bleus qui s'illuminaient en évoquant ses rêves de couture, l'avaient fait se sentir libre pour la première fois. Mais maintenant, ce geste impulsif menaçait de la rattraper. « Prenez garde aux ombres », avait dit la lettre. Les ombres. Comme celle de la haute société, toujours prête à étouffer une étincelle de rébellion. Un bruit de pas la tira de ses pensées. Elle leva les yeux et le vit, Pierre Duval, errant de l'autre côté de l'allée, son manteau rapiécé flottant au vent. Il portait un petit paquet sous le bras, peut-être un échantillon de tissu pour un possible employeur.
ses cheveux châtains en désordre, son visage encore marqué par la faim, mais avec une détermination nouvelle. Avait-il cherché du travail toute la matinée? Sophie se leva d'un bond, son cœur battant la chamade. Ignorant les convenances, elle traversa l'herbe humide et l'interpella doucement. « Monsieur Duval, Pierre !» Il se tourna, surpris, ses yeux s'écarquillant. « Mademoiselle Beaumont. »« Sophie, que faites-vous ici ?» Sa voix était hésitante, mais un sourire timide adoucit ses traits fatigués. Il s'approcha, jetant un regard nerveux autour d'eux, conscient des regards curieux des promeneurs. « Je repensais à hier soir, » murmura-t-elle, baissant la voix. « Et vous, avez-vous mangé depuis? Trouvé du travail ?» Pierre secoua la tête, serrant son paquet. « Pas encore. Les ateliers sont pleins, et mes références de Lyon ne suffisent pas ici. Mais votre générosité m'a redonné espoir. J'ai même osé me présenter chez un modiste ce matin. » Il marqua une pause, son regard plongeant dans le sien. « Pourquoi m'avez-vous invité? Vous risquez votre réputation pour un inconnu. » Sophie hésita, les mots se bousculant. « Parce que j'en ai assez de cette vie en cage. Mon père veut me marier à un comte sans âme. Victor complote dans l'ombre. Et moi, je rêve de plus. Vous m'avez rappelé que le monde est plus grand que les salons de la rue de Rivoli. » Leurs paroles furent interrompues par un cri strident. « Sophie Beaumont, est-ce bien vous ?» Une voix familière chargée de fiel. C'était Madame Duvalier, son chaperon de la veille, accompagnée de 2 dames de la société, toutes en robes de velours somptueuses et chapeaux emplumés. Elles s'approchèrent, les yeux plissés de scandale. « Mademoiselle, que faites-vous seule avec cet individu ?» siffla Madame Duvalier, son éventail claquant comme une sentence. Les 2 autres murmuraient déjà « La fille de Beaumont avec un vagabond, au jardin public. Cela va faire le tour des salons. » Pierre recula, le visage blême. « Je dois partir, ne vous mêlez pas de cela pour moi. » Mais Sophie posa une main sur son bras, un geste osé qui fit taire les commères un instant. « Ce n'est rien, » affirma-t-elle d'une voix ferme, bien que son cœur cogne. « Pierre est un ami, un gentleman dans le besoin. » Les dames échangèrent des regards outrés. « Un ami? Avec ses vêtements? Votre père sera informé avant la nuit, ma chère. La bourse en parlera demain. » Madame Duvalier tourna les talons, entraînant ses compagnes, mais pas sans un dernier coup d'œil méprisant vers Pierre. Sophie se tourna vers lui, les joues en feu. « Ils vont tout raconter, mon père. Il va me confiner pour des semaines. » Les larmes lui montaient aux yeux, non de peur, mais de rage contre ces chaînes invisibles. La haute société de Paris, avec ses règles de fer, pas de rencontres sans escorte, pas de familiarité avec les inférieurs, venait de se refermer sur elle comme un piège. Pierre, voyant sa détresse, prit une décision impulsive. « Venez avec moi, pas loin, juste, pour échapper à cela un moment. J'ai entendu parler d'un atelier près de la Seine où l'on embauche. Accompagnez-moi, comme une bienfaitrice. Cela calmera les ragots. » Sophie hésita. Accepter, c'était rompre définitivement le status quo. Quitter le jardin des Tuileries pour les quais ouvriers, risquer un scandale public. Refuser, c'était retourner à l'emprise de son père, aux fiançailles arrangées avec le comte de Lafayette, aux murmures de Victor qui guettait comme un vautour. Les obstacles surgissaient déjà. La surveillance accrue de Madame Duvalier, les colonnes mondaines du Figaro qui colportaient les faux pas, la pression familiale qui pesait comme une dette impayable. « Très bien », murmura-t-elle enfin, son choix la libérant autant qu'il l'effrayait. « Allons-y, mais discrètement. » Ils s'éloignèrent ensemble, slalomant entre les statues et les fontaines, tandis que le soleil déclinait sur la Seine. Derrière eux, les commères s'activèrent déjà. Une note serait envoyée à Henri Beaumont avant le dîner. Sophie avait franchi le seuil. Plus de retour en arrière. À l'atelier, au milieu des machines à coudre et des coupons de tissu, elle découvrirait les règles d'un nouveau monde, celui du labeur honnête, loin des lustres de cristal. Mais au loin, Victor Langlois, informé par un valet complice, serrait les poings dans l'ombre de l'hôtel particulier. Le jeu venait de commencer et sa proie s'éloignait.
Pourtant, alors qu'ils marchaient côte à côte, un silence complice s'installa, chargé de promesses et de périls. Sophie jeta un regard à Pierre. Était-ce le début d'une alliance improbable ou la chute vers un abîme social? La rupture était consommée et Paris, indifférent, continuait son ballet incessant. Les quais de la Seine exhalaient une humidité tenace, mêlée à l'odeur âcre des tanneries et des ateliers de tissage qui bordaient l'eau grise. Sophie suivait Pierre d'un pas hésitant, son mantelet serré contre elle comme un bouclier contre le froid et les regards. L'atelier, niché dans une ruelle étroite près du Pont Neuf, n'avait rien de commun avec les salons parfumés de la rue de Rivoli. Des machines à coudre pédales cliquetaient sans relâche, et des ouvriers en chemise usée maniaient des ciseaux avec une précision mécanique. L'air vibrait d'un bourdonnement incessant, ponctué de rires rauques et de jurons étouffés. Pierre poussa la porte de bois écaillée, saluant d'un signe de tête un homme trapu aux mains calleuses, le maître tailleur nommé Monsieur Lefebvre. « Bonjour, monsieur, je reviens pour l'emploi, et j'ai amené une bienfaitrice qui s'intéresse aux conditions ici. » Sa voix trahissait une pointe d'orgueil, masquant mal son appréhension. Sophie, les yeux écarquillés, balaya la pièce du regard. Des coupons de velours et de lin empilés en tours précaires, des mannequins à moitié drapés et une lumière tamisée filtrant par des fenêtres sales. Lefebvre, un quinquagénaire au tablier taché d'encre, haussa un sourcil broussu. « Une bienfaitrice ? De la haute, à en juger par votre toilette, mademoiselle. Entrez, mais ne touchez à rien. Les dames comme vous visitent rarement, sans un comité de charité. » Son ton était bourru, teinté d'un mépris poli pour ces intruses philanthropiques qui venaient observer la misère comme un spectacle. Sophie rougit, sentant le poids de sa jupe de laine contre les regards curieux des ouvrières, qui marmonnaient en filant des bobines. Ils s'installèrent dans un coin exigu, près d'une table jonchée de patrons en papier. Pierre, pour briser le silence, déroula son paquet. Un échantillon de tissu soyeux qu'il avait cousu la nuit précédente, inspiré des motifs qu'il admirait chez Worth. « Regardez, Sophie, c'est ma création. Si Lefebvre l'accepte, je pourrais peut-être commencer comme apprenti. » Ses doigts effleurèrent le bord, un geste presque intime qui fit frissonner Sophie. Pour la première fois, elle vit en lui non plus un vagabond, mais un artisan, ses yeux bleus animés d'une flamme contenue. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, osant poser une main gantée près de la sienne. Le contact fut bref, un rose fugace, qui envoya une étincelle le long de son bras. Pierre releva la tête, leurs regards se croisant dans un silence chargé où les mots superflus s'effaçaient. Autour d'eux, l'atelier bourdonnait, mais ce moment isolé forgeait un lien ténu, comme un fil de soie tissé dans l'urgence. Soudain, Lefebvre s'approcha, examinant le tissu d'un œil expert. « Pas mal, Duval. Mais pour embaucher, il faut des références solides. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène dans ce taudis ?» Sophie se redressa, cherchant ses mots. « Je veux comprendre. Mon père possède des usines, mais je n'ai jamais vu le labeur de près. Pierre m'a montré que le talent existe au-delà des apparences. » Sa voix, ferme malgré le tremblement, attira des murmures approbateurs des ouvriers. Une jeune couturière, aux cheveux noués en chignon négligé, hocha la tête. Au moins, elle ne nous traite pas comme des bêtes de somme. Pourtant, la friction de classe surgit vite. Un ouvrier plus âgé, un barbu au visage buriné, ricana. « Une Beaumont ici, fille du magnate des rails, allez, retournez à vos thés et vos bals. On n'a pas besoin de pitié de salon. » Les mots piquèrent Sophie comme des aiguilles, une humiliation subtile qui la fit pâlir. Pierre intervint d'une voix basse, défendant sans excès. « Laissez-la. Elle n'est pas comme les autres. » Son ton protecteur, minimal mais sincère, réchauffa le cœur de Sophie, qui soutint le regard hostile avec une dignité nouvelle. Lefebvre, sentant la tension, proposa une démonstration. « Montrez-nous votre travail, Duval, et vous, mademoiselle, tenez ce mannequin. » Sophie obéit, maladroite, ajustant un corsage imaginaire tandis que Pierre cousait une reprise rapide. Le silence s'alourdit,
rompu seulement par le claquement des aiguilles. À la fin, Lefebvre grogna une approbation réticente. « D'accord, commencez lundi. Mais pas de retard. » Pierre exulta intérieurement, serrant l'épaule de Sophie dans un geste fugace de gratitude. « Merci, vous avez tout changé. » Ils sortirent, sous un ciel plombé, l'air plus léger malgré la bruine qui perlait sur la Seine. Marchant côte à côte, ils échangèrent des silences complices, ponctués de regards volés. Sophie sentit une chaleur monter, un petit avancé émotionnel qui la terrifiait autant qu'elle l'enivrait. « Je ne regrette rien, » dit-elle doucement. Pierre sourit, effleurant son bras pour la guider autour d'une flaque. « Ni moi. » Mais l'euphorie fut de courte durée. En rentrant, Sophie trouva l'hôtel particulier en effervescence. Madame Duvalier l'attendait dans le vestibule, un journal mondain à la main. « Mademoiselle, vous avez été vue aux Tuileries avec cet homme. Et maintenant ?» Des rumeurs courent sur une visite indécente au quai. Le Figaro, plié avec soin, titrait en bas de page « L'héritière Beaumont fricote-t-elle avec le peuple? Un scandale en gestation ?» Victor, tapi dans l'ombre de l'escalier, observait avec un sourire froid, ses doigts tambourinant sur la rampe. Il avait tout orchestré. Un valet soudoyé, un mot glissé au chroniqueur, l'antagoniste agissait dans l'ombre, semant les graines d'une tempête sociale. Sophie sentit le sol se dérober. La note dans le journal, visible pour tous les salons de Paris, marquait une conséquence tangible. Son père serait furieux. Les invitations au thé et aux opéras se tariraient. Pierre, ignorant encore le danger, l'escorta jusqu'à la grille, mais au loin, Victor murmura pour lui-même « Bientôt elle comprendra ». Le piège se resserrait, et ce premier test dans le monde ouvrier n'était que le prélude à une épreuve plus publique. Sophie, le cœur serré, se demanda si leur lien naissant résisterait à la vindicte des puissants. La nuit tombait sur Paris comme un voile de velours noir, enveloppant l'hôtel particulier des Beaumont d'une obscurité lourde. Sophie franchit la grille en fer forgé, le cœur battant encore de l'euphorie fugace de l'atelier. Pierre s'était éclipsé dans une ruelle adjacente, promettant de la contacter par un intermédiaire discret. Un coursier anonyme peut-être, mais à peine avait-elle posé le pied dans le vestibule lambrissé que Madame Duvalier surgit, son visage ridé, plissé par l'indignation, le journal froissé dans sa main gantée. « Mademoiselle, votre père est revenu plus tôt de la bourse, il sait tout. Ce Duval, et maintenant cette visite au quai. » Les domestiques murmurent déjà. La voix de la chaperonne chevrotait, un mélange de fiel et de peur pour sa propre position. Sophie sentit un froid l'envahir, et plus glacial que l'humidité de la Seine. Elle gravit l'escalier en spirale, ses jupes de laine froissées par la journée, ignorant les regards obliques des valets qui astiquaient l'argenterie dans l'ombre. Henri Beaumont l'attendait dans son bureau, une pièce au mur tapissée de cuir rouge, éclairée par des candélabres à bec de gaz qui projetaient des ombres dansantes sur les cartes ferroviaires punaisées. Assis derrière son massif bureau de chêne, il serrait un cigare éteint entre ses doigts noueux. Victor se tenait à ses côtés, immobile comme une statue, ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité qui la fit frissonner. « Sophie !» tonna Henri d'une voix qui rappelait le grondement d'un train en approche. « Explique-toi. Le Figaro parle de toi comme d'une rebelle de bas étage. Avec un ouvrier ?» Elle s'avança, les genoux tremblants sous sa robe grise. « Père, ce n'est pas ce que vous croyez. Pierre Duval est un homme honnête, un artisan talentueux. Je l'ai aidé, c'est tout. La société nous enferme dans des cases absurdes. » Ces mots sortirent en un souffle, chargés d'une rébellion qu'elle n'avait jamais osé exprimer si crûment. Henri se leva d'un bond, son fauteuil raclant le parquet ciré. « Aider, en te compromettant ? Victor m'a averti dès midi, il a vu les ombres qui te suivent. À cause de toi, nos associés hésitent. Le comte de Lafayette annule son invitation au bal de l'opéra. » Victor s'approcha, sa silhouette élancée, se découpant dans la lumière vacillante. « Cousin, je n'ai fait que protéger la famille, » murmura-t-il. Mais ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il avait tout manigancé, un mot glissé au chroniqueur du Figaro, un valet payé pour surveiller ses pas.
Sophie le dévisagea, sentant pour la première fois la toile se resserrer. « Vous m'espionnez comme un vulgaire limier ?» Henri claqua des doigts, et deux valets entrèrent, portant une malle de voyage. « Tu es confiné à la maison jusqu'à nouvel ordre. Pas de sortie, pas de visite. Madame Duvalier veillera à cela, et demain tu recevras le comte. C'est un ordre. » Sophie recula, les larmes brûlantes aux paupières. Le poids de ces murs opulents, avec leurs portraits ancestraux au regard sévère, devint soudain une prison. Victor inclina la tête, feignant la compassion. « Pour ton bien, Sophie. Les imprudences mènent à la ruine. » Il sortit le dernier, laissant derrière lui un parfum de tabac froid qui empestait l'air. Seule dans sa chambre, Sophie s'effondra sur le lit à baldaquin, les rideaux tirés contre la nuit parisienne. Élise, sa camériste fidèle, entra sur la pointe des pieds, portant un plateau avec une tisane fumante. « Mademoiselle, ne pleurez pas. J'ai entendu. Pour cet homme. » Sophie releva la tête, surprise par la douceur dans la voix d'Élise, une jeune femme de 20 ans, aux cheveux roux, noués en tresses strictes, originaire des faubourgs. « Élise, tu comprends, j'étouffe ici, mon père me vend comme un lot de terrain. » La camériste posa le plateau et s'assit au bord du lit, un geste osé pour une servante. « Ma mère est morte dans une usine de textile, il y a 5 ans. La faim, le labeur sans fin, votre Pierre. Il me rappelle mon frère, parti à Lyon pour rien. » Élise sortit de sa poche un petit médaillon en argent terni, un objet hérité, gravé d'une rose fanée. « Tenez, regardez, c'était à elle, un talisman contre les tempêtes. » Sophie prit le bijou, ses doigts effleurant le métal froid. Le geste simple, intime, fissura sa carapace. Pour la première fois, elle vit Élise non comme une ombre muette, mais comme une alliée, une confidente forcée par le confinement. Les heures s'étirèrent, rythmées par le tic-tac d'une horloge comtoise dans le couloir. Une tempête se leva dehors, la pluie martelant les vitres comme des coups de fouet, isolant la maison dans un cocon de bruit et de fureur. Sophie, incapable de dormir, descendit à la bibliothèque vers minuit, enveloppée dans un châle de cachemire. La pièce, baignée par une unique lampe à huile, sentait le cuir ancien et la cire. Elle s'assit près du piano à queue, un Bösendorfer massif que son père avait importé de Vienne. Ses doigts glissèrent sur les touches d'ivoire, jouant une mélodie mélancolique de Chopin, une nocturne en mi bémol mineur dont les notes s'élevaient comme un cri étouffé. Soudain, un bruit à la fenêtre la fit sursauter. Un caillou? Non. Une silhouette encapuchonnée tapant discrètement contre la vitre. « Pierre !» Élise, qui montait la garde en bas, avait dû lui ouvrir une entrée de service. Il entra, trempé jusqu'aux os, son manteau goûtant sur le tapis perçant. « Sophie, j'ai appris pour le journal, par un gamin des rues, je ne pouvais pas attendre. » Sa voix rauque, essoufflée par la course sous la pluie, trahissait son inquiétude. Il s'approcha, évitant les meubles comme un intrus dans ce sanctuaire bourgeois. « Ils m'ont confiné, » murmura-t-elle, se levant pour lui tendre une serviette brodée. « Victor, il complote. Père veut me marier de force. » Pierre prit la serviette, leurs mains se frôlant un instant, un contact forcé par l'urgence qui envoya une chaleur diffuse dans la pièce froide. Il s'assit près d'elle sur le banc du piano, son corps encore vibrant de la tempête extérieure. « Moi aussi, j'ai un passé qui pèse, mon père. Il s'est ruiné pour un atelier à Lyon. J'ai fui la honte, mais la culpabilité me ronge. J'étais censé reprendre l'affaire, pas mendier à Paris. » Ses yeux bleus, voilés par le regret, se posèrent sur elle, humanisant l'artisan en un homme brisé par le devoir familial. Sophie joua une note, puis une autre, la musique servant d'encre à leur confession. « Ma mère est morte en couche quand j'avais 5 ans. Père m'a élevé comme un contrat, pas comme une fille. J'ai lu ses livres sur les rails, appris la bourse par obligation. Mais hier à l'atelier, j'ai respiré. » Pierre posa une main sur la partition, un geste tacite de soutien, changeant l'air chargé d'une promesse muette. Nous contre le monde. Pas de mots d'amour, juste une confiance naissante, forgée dans ce confinement orageux. « Je ne te laisserai pas seul, »
dit-il simplement, sa voix couvrant le tonnerre. Élise entra alors, portant des vêtements secs volés aux réserves, une chemise propre pour lui. « Vite, monsieur, si on vous trouve !» Pierre s'habilla dans l'ombre, tandis que Sophie continuait à jouer, les notes masquant leurs murmures. La tempête dehors semblait refléter celle intérieure. L'intimité forcée par la nuit et la pluie les rapprochait, révélant des blessures communes. Luto pour une mère, culpa pour un père déçu, devoir écrasant. Mais au matin, alors que Pierre s'éclipsait par la porte de service, un valet alerta Victor. Ce dernier, tapi dans sa chambre adjacente, avait espionné par une fente de la porte. Il envoya un recado discret à un contact à la préfecture, des rumeurs sur un vagabond infiltrant la maison Beaumont. La marée émotionnelle retomba brutalement quand Sophie, de retour dans sa chambre, trouva une nouvelle lettre glissée sous sa porte. L'écriture était celle de Victor. « Ton secret est en péril. Renonce, ou tout s'effondrera. » Le cœur serré, elle froissa le papier, réalisant que l'antagoniste bougeait et que leur lien fragile menaçait de se briser sous la pression imminente. La confiance grandissait, mais le danger, lui, s'emplissait. Environ 880 mots. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile tendue à se rompre, sous un ciel de Paris bas et lourd, où la pluie intermittente transformait les boulevards en miroirs boueux. Sophie, confinée dans l'hôtel particulier de la rue de Rivoli, sentait les murs se refermer sur elle, chaque craquement du parquet résonnant comme un rappel de sa captivité. Élise, sa camériste, glissait des nouvelles par bribes. Pierre avait commencé à l'atelier de Lefebvre, cousant des ourlets pour un salaire modeste, mais les ragots du Figaro avaient refroidi les maîtres tailleurs. « Il tient bon, mademoiselle », murmurait Élise, en servant le thé, ses yeux roux emplis d'une loyauté farouche. Pourtant, la lettre de Victor, froissée au fond d'un tiroir, pesait comme une épée de Damoclès. « Ton secret est en péril. » Qu'avait-il vu? La visite nocturne de Pierre sous la tempête? Henri Beaumont, absorbé par ses affaires ferroviaires, avait renforcé la surveillance. 2 valets supplémentaires patrouillaient les couloirs. Et Madame Duvalier, installée comme une sentinelle dans le salon, brodait des napperons en jetant des regards acérés. Sophie passait ses après-midi à la fenêtre, observant les fiacres qui filaient vers l'opéra, son esprit vagabondant vers Pierre. Leur intimité forcée au piano, ses confessions chuchotées sous les notes de Chopin, avaient tissé un lien fragile. Mais maintenant, l'isolement la rongeait. Elle avait osé envoyer un message par Élise, un billet plié. « Tiens ferme. Je trouve un moyen. » Mais aucune réponse n'était venue. La confiance se fissurait, goutte à goutte. Victor Langlois, quant à lui, opérait dans l'ombre avec une précision chirurgicale. À 30 ans, il n'était plus le cousin effacé. L'ambition le consumait comme un feu couvant. Fils d'une branche appauvrie des Beaumont, il avait gravi les échelons en gérant les comptes obscurs de l'Empire. Pot de vin aux inspecteurs des rails, alliance douteuse avec des banquiers belges. Ses cheveux noirs plaqués, sa moustache fine taillée au rasoir, il arpentait le bureau d'Henri comme un prédateur, ses yeux sombres calculant chaque alliance. Sophie représentait la clé. En la mariant au comte de Lafayette, il s'assurerait une part de l'héritage. Mais cette rébellion avec l'ouvrier Duval menaçait tout. « Il faut frapper fort », avait-il murmuré à un complice, un journaliste vénal du Gaulois, lors d'un rendez-vous clandestin dans un café des Halles. Le coup vint au milieu de la semaine, lors d'une réception mondaine à laquelle Henri força Sophie à assister, un thé chez la comtesse de Montreuil, dans un hôtel de la place Vendôme. Vêtue d'une robe de mousseline bleu pâle, corsage orné de dentelles de Valenciennes et jupe à volants étirée sur un jupon raide, Sophie descendit l'escalier sous l'œil vigilant de Madame Duvalier. Son père, en redingote grise impeccable, lui serra le bras comme un étau. « Comporte-toi, le comte sera là, oublie tes chimères. » Victor, à leur côté, arborait un sourire mielleux. Son gilet de soie noire luisant sous les lustres à gaz. La salle de réception, aux murs tendus de soie damassée,
bourdonnaient de conversations feutrées, dames en chapeaux à plumes agitant leurs éventails, messieurs discutant des cours de la bourse autour de tables chargées de pâtisseries et de bols de punch au kirsch. Sophie s'assit près d'une fenêtre, feignant l'intérêt pour un parterre de rosiers fanés, mais son cœur battait la chamade. Le comte de Lafayette, un quadragénaire bedonnant aux favoris roux, s'approcha enfin, s'inclinant avec une courtoisie guindée. « Mademoiselle Beaumont, votre père m'a vanté votre grâce. Un bal à l'opéra la semaine prochaine ?» Avant qu'elle puisse répondre, un murmure s'éleva comme une vague. Des regards se tournèrent vers l'entrée, où un valet distribuait des feuilles imprimées, des extraits du Gaulois, frais du matin. Victor, feignant la surprise, en saisit un et pâlit ostensiblement. « Mon Dieu, oncle Henri !» Le journal titrait en grosses lettres « Scandale chez les Beaumont, l'héritière et son amant ouvrier. Infiltration nocturne et promesses secrètes. » Les détails étaient crus. Description de la visite à l'atelier, rumeur sur un rendez-vous pluvieux et pire, une allusion à Pierre comme un espion envoyé par des concurrents lyonnais pour saboter les rails. Victor avait fabriqué cela de toutes pièces. Faux témoignages d'ouvriers soudoyés, une lettre anonyme attribuée à Sophie elle-même, glissée dans les bureaux du journal. Henri blêmit, arrachant le papier des mains de son neveu. C'est une calomnie, qui oserait, mais les invités murmuraient déjà, les éventails claquant comme des applaudissements moqueurs. La comtesse de Montreuil, une veuve aux bijoux étincelants, s'approcha, son sourire acide. « Henri, votre fille, avec un tailleur des quais. Les chemins de fer sont-ils si instables que l'on envoie des mendiants dans nos salons ?» Le comte de Lafayette recula, son visage rougissant. « Je dois réfléchir à notre arrangement. » Sophie, les joues en feu, sentit le sol se dérober. La réputation de la famille, bâtie sur des décennies de contrats juteux, se fissurait en public, comme un rail tordu sous un train fou. Victor intervint, sa voix suave masquant la jubilation. « C'est affreux, oncle, mais peut-être Sophie a-t-elle été trompée. Ce Duval, il a dû la manipuler. » Ces mots étaient un poison lent, semant le doute chez Henri, qui se tourna vers sa fille, les yeux injectés de rage. « Est-ce vrai? Des nuits secrètes, tu ruines tout. » Sophie secoua la tête, la voix brisée. « Non, père, c'est Victor. Il ment, il complote pour vous manipuler. » Mais les invités, attirés par le drame, formaient un cercle. Calomnie fusait, alliance se défaisait. Une perte tangible, un banquier influent quitta la pièce, marmonnant sur des risques familiaux pour les investissements ferroviaires. La réception tourna au chaos. Henri entraîna Sophie dehors, la poussant dans le fiacre sous les regards goguenards. Victor suivit impassible. « Je vais enquêter, oncle, mais confinez-la plus strictement. Et ce Duval, la préfecture s'en chargera. » À l'hôtel, Henri claqua la porte du bureau, isolant Sophie dans sa chambre comme une prisonnière. « Tu ne sortiras plus, pas de lettres, pas de visite. Victor gérera tes fiançailles. » La jeune femme s'effondra sur son lit, le médaillon d'Élise serré dans sa paume. L'objet qui l'avait consolé jadis, maintenant un rappel amer de sa chute. Son statut dégringolait. Plus d'invitations, des domestiques qui évitèrent son regard, une alliance familiale brisée. Pire encore, Élise glissa un message urgent ce soir-là. Pierre avait été arrêté au quai. Victor avait alerté les autorités, accusant l'ouvrier d'espionnage industriel, une menace légale forgée pour le discréditer. Sophie, en larmes, comprit l'irréversible. En invitant Pierre à sa table, elle avait franchi le point de non-retour. Leur lien, si ténu, se rompait sous l'assaut frontal du cousin. Pierre, emmené menottes au poignet vers une cellule provisoire, murmura à un gardien. « Dites-lui que je ne regrette rien. » Mais l'exil émotionnel s'installait, séparé par des murs de pierre et de mensonges. Sophie se promit de contre-attaquer. Pourtant, un ultimatum social planait. Victor convoquait une assemblée familiale à l'aube. Le piège se refermait, et le couple pour la première fois goûtait l'amertume de la séparation forcée. Dehors, la pluie redoubla,
lavant les boulevards sans effacer les taches d'un scandale qui s'étendait comme une marée noire. Sophie, seule dans l'ombre, serra le médaillon jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. Combien de temps tiendrait-il? L'aube se levait sur Paris comme un voile pâle, filtrant à travers les volets clos de la chambre de Sophie. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Pierre, et l'hôtel particulier des Beaumont résonnait d'un silence oppressant, rompu seulement par les pas lourds des valets dans les couloirs. Sophie, pâle et les traits tirés, s'était murée dans une attente fiévreuse. Le médaillon d'Élise, passé autour de son cou comme un talisman, lui rappelait les confidences de la nuit orageuse. Mais la rage bouillonnait en elle. Un feu lent allumé par les mensonges de Victor. Ce matin-là, Élise entra discrètement, portant un plateau de thé et un paquet enveloppé de papier brun. « Mademoiselle, un cadeau anonyme, livré par un gamin des rues. Et j'ai des nouvelles de Monsieur Duval. » Sophie se redressa sur son lit, le cœur cognant. « Parle, Élise. Est-il libéré ?» La camériste baissa la voix, jetant un regard vers la porte. « Pas encore, mais un gardien compatissant m'a dit qu'il nie tout. Victor a fabriqué des preuves, une lettre falsifiée prétendant que Pierre espionnait pour des rivaux lyonnais. C'est de la calomnie pure. » Sophie serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Élise déballa le paquet. Un vieux livre de contes, relié en cuir craquelé, marqué des initiales HB. Trouvé dans les archives du bureau de Monsieur Henry. J'ai fouillé hier soir, pendant que Victor dormait. Regardez ces pages. Sophie feuilleta le volume, ses yeux s'écarquillant. Des annotations au crayon, datées de 5 ans en arrière, révélaient un complot. Victor avait détourné des fonds des chemins de fer pour financer ses propres spéculations à la bourse. Une entrée soulignait: Langlois propose alliance avec Lafayette pour couvrir la dette. Mariage de Sophie comme garantie. Et plus bas, une note rageuse d'Henri. Mon neveu me trahit, mais il tient les cordons. La vérité structurale éclata comme un éclair. Victor n'était pas un protecteur, mais un manipulateur avide, ourdissant un complot pour s'emparer de l'héritage en sacrifiant Sophie à un mariage forcé. Les pièces s'emboîtaient, les lettres anonymes, les rumeurs aux Gaulois, l'arrestation de Pierre comme diversion. « Ce serpent !» murmura Sophie, la voix tremblante de fureur. Élise hocha la tête. « Il y a plus. J'ai surpris une conversation hier. Victor parle à un notaire. Il veut vous faire passer pour folle, pour invalider votre voix dans les affaires familiales. » Le témoignage de la camériste, humble mais accablant, transforma l'indignation de Sophie en une lame aiguisée. Elle se leva d'un bond, enfilant une robe de chambre de soie grise sur sa chemise de nuit. « Assez, je ne serai plus une marionnette. » Son esprit bouillonnait d'une agence nouvelle. Elle rédigerait une lettre ouverte, à diffuser dans les salons et les journaux, exposant les manipulations de Victor, sans accuser directement Pierre, pour le protéger. Élise l'aida à s'habiller en hâte. Une toilette simple de serge bleu, col haut et manches longues, adaptée à une matinée de rébellion contenue. Ensemble, elles descendirent au bureau d'Henri, désert à 7 heures. Assise à l'écritoire massive, Sophie trempa sa plume dans l'encrier de cristal. Les mots coulèrent, fluides et incisifs. À la société parisienne, qui nous juge si hâtivement, je, Sophie Beaumont, affirme que les ombres qui guettent ne viennent pas des quais, mais de nos propres rangs. Un complot familial révélé par des comptes falsifiés menace l'honneur des Beaumont. Je demande justice pour les innocents calomniés. Elle signa d'une main ferme, scellant l'enveloppe pour un imprimeur discret, ami d'Élise dans les faubourgs. Cette action proactive, une initiative publique, rare pour une femme de son rang, altéra déjà sa perception intérieure. De victime, elle devenait actrice. Mais le pic d'espoir fut bref. À midi, Henri convoqua une assemblée familiale dans le salon aux meubles d'acajou. Victor y présidait, impeccable en gilet rayé, un sourire placide aux lèvres. « Oncle, Sophie semble agitée. Peut-être un délire passager ?» Henri, les traits creusés par l'inquiétude, secoua la tête. « Ma fille, ces rumeurs te consument. Victor gérera l'affaire Duval. Il est innocent, mais dangereux. Sophie,
Le livre de comptes caché sous son châle explosa. « Père, lisez ceci. Victor vous vole depuis des années. Il m'a piégé pour ses gains. » Elle posa le volume sur la table, les pages s'ouvrant sur les preuves irréfutables. Henri blêmit, feuilletant les entrées, son visage passant de la confusion à la rage. Victor bondit, arrachant le livre. « Mensonge! Élise, cette servante, vous a empoisonné. » Mais le témoignage d'Élise, appelé en renfort, scella son sort. « J'ai vu les faux papiers, monsieur. » Victor payait le journaliste. L'Assemblée, Henri, Madame Duvalier et deux oncles présents, se tourna contre lui, les murmures se muant en indignation. « Traître !» gronda Henri, son poing s'abattant sur la table. Le public, cette petite communauté familiale, réencadra Victor comme le vilain, ambitieux, cupide, prêt à détruire pour s'élever. Sophie sentit une bouffée de triomphe, un pic d'espoir où la vérité l'emportait. Pourtant, le valet de danger suivit vite. Victor, acculé, riposta avec venin. « Si vous publiez cela, Sophie, je révèle tout sur Duval, son passé de dette à Lyon, ses liens avec des agitateurs ouvriers. La préfecture le gardera indéfiniment. » La menace grandit, évoquant une riposte plus féroce. Pierre risquait un procès truqué. Mais Sophie tint bon, sa voix résonnant. « Publiez, Victor, la vérité nous libérera. » Henri, ébranlé, ordonna « Libérez Duval immédiatement. Et toi, neveu, quitte cette maison avant le soir. » L'après-midi, Élise rapporta la libération de Pierre. Il attendait dans une ruelle proche, pâle, mais déterminé. Sophie, osant une sortie brève sous prétexte d'air frais, le rejoignit près des Tuileries, enveloppé dans un manteau de laine. « Pierre, j'ai tout découvert. Victor complotait contre nous. » Il prit sa main gantée, un geste contenu, chargé de confiance plus que de passion. « Tu as risqué beaucoup. » Mais je n'étais pas froid par indifférence. C'était la honte de mon échec à Lyon, le devoir envers mon père ruiné. Toi, tu m'as rendu l'espoir. Leur reapprochement fut tacite. Un regard prolongé, une promesse muette de soutien mutuel, sans effusion. Pierre reconfiguré n'était plus l'ouvrier distant, mais un partenaire forgé par la culpa partagée. Pourtant Victor, chassé mais non brisé, envoya une lettre furieuse depuis un hôtel discret. « Ce n'est pas fini. À l'Assemblée des actionnaires demain à la Bourse, je contredirai tout. » Le ganchot se tendait, une confrontation publique inévitable où le complot serait exposé à la pleine lumière des magnats et des journalistes. Sophie, rentrant avec Pierre à ses côtés un instant, sentit l'indignation contre Victor culminer en elle et chez tous ceux qui apprendraient la vérité. Paris, avec ses intrigues, exigerait justice, mais la menace planait, plus grande que jamais. La Bourse de Paris, ce temple du capital où les fortunes se forgeaient et se brisaient comme du verre sous les pas pressés des spéculateurs, bruissait d'une tension palpable ce matin-là. L'air, chargé d'odeurs de cire et de tabac, vibrait des murmures des actionnaires des chemins de fer Beaumont. Sophie, vêtue d'une robe de serge grise austère, col montant et manches ajustées pour souligner sa détermination plutôt que sa grâce, avançait au bras de son père. Henri, en redingote noire impeccable, serrait les dents, son visage buriné par les nuits blanches. À leur côté, Pierre Duval, embauché officiellement comme consultant pour l'atelier de couture des uniformes ferroviaires, un poste improvisé pour le légitimer, marchait droit, son manteau neuf masquant à peine les stigmates de sa détention récente. Élise, discrète en chaperon improvisé, serrait le livre de comptes contre elle comme un bouclier. La salle de l'Assemblée, aux colonnes de marbre et aux lustres de cristal, était bondée. Banquiers bedonnants aux cigares fumants, ingénieurs en gilet rayé et journalistes du Gaulois notant chaque geste. Victor Langlois présidait la table haute, son sourire figé comme un masque, flanqué de deux témoins achetés. Un notaire complice et un ouvrier lyonnais soudoyé. Il avait préparé son sabotage final, un dossier factice, rempli de lettres forgées accusant Pierre d'espionnage industriel et Sophie de complicité dans une affaire de mœurs. « Messieurs » lança-t-il d'une voix suave, déployant les papiers jaunis, « l'Empire Beaumont
est menacée de l'intérieur. Ce Duval, un agitateur, a séduit l'héritière pour voler nos secrets. Voici les preuves. Correspondances intimes, plans de rails falsifiés. Les murmures enflèrent comme une marée. Un actionnaire influent, le baron Rothschild en personne, fronça les sourcils. « Scandaleux! Si c'est vrai, les Beaumont perdent ma confiance. » Henri pâlit, serrant le bras de Sophie. Victor, les yeux luisants, pointa un doigt accusateur. « Sophie, avoue, ton père t'a couverte trop longtemps. La communauté, ces magnates qui dictaient les alliances de Paris, se tournaient déjà contre elle, les regards passant de la pitié à la condamnation. » Sophie sentit son estomac se nouer, mais au lieu de reculer, elle s'avança, sa voix claire, tranchant l'air chargé. « Père de l'industrie, écoutez-moi. » Elle fit signe à Élise, qui posa le livre de compte sur la table avec un claquement sec. « Ce n'est pas Pierre l'espion, c'est Victor, mon cousin, qui nous trahit tous. » Les pages s'ouvrirent, révélant les annotations en crayon, détournement de fonds, alliance secrète avec des rivaux belges et le plan machiavélique du mariage forcé pour couvrir les dettes. Lisez 5 ans de vol, masqués par des rumeurs sur moi et Pierre. Élise, ma camériste, a vu les faux papiers. Et cet ouvrier lyonnais? Elle se tourna vers le témoin tremblant. Parlez ou je révèle vos paiements. L'ouvrier, un homme aux mains calleuses, balbutia sous les regards. Victor m'a payé. Pour mentir, Duval n'a rien fait. Le notaire, acculé, avoua à son tour. Les lettres sont forgées. J'ai scellé le dossier moi-même, mais sous menace. La salle explosa en exclamations. Victor bondit, le visage congestionné. Mensonge! Elle est folle, influencée par cet ouvrier. Mais Henri, saisissant le livre, tonna. Assez, neveu. Tu as ruiné notre nom pour ta cupidité. Les actionnaires, réorientant leur fureur, se levèrent en un chœur d'indignation. Le baron Rothschild claqua son éventail. Langlois, dehors, les Beaumont restent, lui, exilé. Sophie, le cœur battant, se tourna vers Pierre. Il hocha la tête, sa voix ferme. Je ne suis pas un espion, juste un homme qui a aimé, qui a cru en la justice. Leur défense conjointe, preuve irréfutable, témoignage clé, stratégie d'exposition publique, inversa le courant. La communauté, qui l'avait vue comme une écervelée, la réencadra en héroïne. Applaudissements sporadiques, murmures approbateurs. « Brave, fille !» souffla un ingénieur. Victor, blême, fut traîné dehors par 2 huissiers. Son dossier en miettes, humilié devant les puissants de Paris. L'Empire Beaumont sauvé, les alliances renforcées, une victoire contundante qui balaya les calomnies comme une bourrasque. La salle se tut peu à peu, le poids du scandale dissipé, laissant place à un silence réparateur. Sophie et Pierre, côte à côte, échangèrent un regard chargé. Pas de mots, juste une pression fugace de mains, un engagement tacite forgé dans le feu. Henri, ému, posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu as choisi l'honneur, ma fille, et toi, Duval, bienvenue. » Dehors, Paris s'étirait sous un soleil timide, indifférent aux tempêtes intimes. Mais pour eux, la marée avait tourné, promettant un horizon clair. Si cette victoire vous émeut, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Pourtant, dans ce calme naissant, une ombre persistait. Une lettre anonyme glissée dans la poche de Pierre, signée d'un allié de Victor. Ce n'est que le début. Leur choix moral les avait définis, mais le legs familial attendait encore d'être scellé. Les semaines qui suivirent l'assemblée de la Bourse s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la tempête, emportant les débris du scandale dans les méandres oubliés de Paris. Henri Beaumont, le regard adouci par une gratitude paternelle longtemps refoulée, avait convoqué un notaire dans le salon lambrissé de l'hôtel particulier. La pièce, autrefois théâtre de silence pesant, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle. Les rideaux de velours bleu s'ouvraient sur les tuileries enneigées, et l'air portait l'odeur fraîche de l'encre et du parchemin. Sophie, assise près de son père, serrait le médaillon d'Élise contre sa poitrine. L'objet qui avait autrefois consolé, maintenant symbole d'une victoire partagée. Pierre, à ses côtés dans un fauteuil de cuir patiné, arborait une chemise neuve,
ses épaules redressées par une confiance conquise. Le notaire, un homme sec aux lunettes en demi-lune, déroula les documents légaux avec une précision chirurgicale. Monsieur Beaumont, les fonds détournés par Victor Langlois s'élèvent à 200 000 francs. Les preuves sont irréfutables. Les comptes falsifiés, les témoignages. Il sera sanctionné. Henri hocha la tête, sa moustache frémissant d'une colère contenue. Exil. Il part pour l'Algérie sans un sou de notre fortune. Ses droits sur l'héritage sont annulés et ses alliances commerciales dissoutes. La préfecture s'en charge. Victor, convoqué par courrier expédié, avait fui la veille pour un hôtel sordide près des Halles. Son prestige brisé comme un rail tordu. Les journaux, autrefois complices, titraient maintenant « La chute du serpent des Beaumont ». Une perte totale, un exil amer où il végéterait comme un ombre, loin des lustres parisiens. Sophie observa son père signer les actes, sa main ferme contrastant avec les années de doute. « Père, et moi? Mon avenir ?» Henri releva les yeux, une lueur de fierté dans son regard buriné. « Tu as sauvé notre nom, ma fille. Plus de mariage forcé, choisi librement. » Les fils familiaux se nouaient ainsi. Henri, transformé par la révélation, promettait une voix pour Sophie dans les conseils ferroviaires, une évolution de la matriarche en leader. Madame Duvalier, l'ancienne chaperonne guindée, fut repositionnée comme intendante d'une modeste pension pour veuves ouvrières, une récompense pour sa loyauté tardive, effaçant ses ragots passés. Élise, l'alliée fidèle, reçut une dot généreuse et une place comme gouvernante dans la future école de couture que Sophie fonderait. Le rituel vint l'après-midi même, dans la bibliothèque rénovée. Henri avait fait enlever les portraits austères des ancêtres, remplaçant les murs par des étagères ouvertes remplies de volumes sur l'artisanat et la philanthropie. Au centre, une table de noyer poli portait 2 alliances simples, en or blanc sans pierre, forgées par l'atelier de Lefebvre, sans passé toxique pour ne pas rappeler les dettes familiales. Pierre et Sophie s'approchèrent, leurs mains se trouvant naturellement, par choix, non par devoir, murmura-t-il, glissant l'anneau à son doigt. Elle sourit, ses yeux verts pétillants. Entre égaux. Pas de prêtre, pas de foule, juste un serment intime, scellé par un baiser chaste, lèvres effleurées sous la lumière filtrée des fenêtres. Henri, témoin silencieux, s'éclipsa avec un hochement approbateur, laissant l'espace renouvelé comme un nouveau départ. Leur transformation s'affirmait dans les actes. Sophie, voix assurée lors des réunions familiales, plaidait pour des réformes. Salaire décent pour les ouvriers des rails, école de couture gratuite dans les faubourgs. La fortune ne vaut rien sans compassion, déclarait-elle, sa silhouette gracile irradiant une leadership naissant. Pierre, passé de vagabond à associé, supervisait les uniformes des employés, infusant ses créations d'une élégance accessible. « J'ai appris la faim. Maintenant, je la combats », confiait-il à Lefebvre, qui l'avait promu maître tailleur. Ensemble, ils inaugurèrent le Legs, une petite école près de la Seine baptisée l'Atelier des Rêves, où des jeunes comme Élise apprenaient le métier. Les premiers élèves, enfants de miséreux, cousaient leurs premiers ourlets sous les rires et les conseils, un horizon de mobilité sociale s'ouvrant devant eux. Les coadjuvants trouvaient leur place. Le comte de Lafayette, repositionné en allié distant, offrit un don anonyme pour l'école, effaçant son retrait honteux. Lefebvre, l'ancien maître bourru, devint doyen, récompensé par un partenariat exclusif avec les Beaumont. Même le baron Rothschild envoya une lettre. « Votre intégrité raffermit nos liens. » Paris, indifférent à ses propres tumultes, saluait ce nouveau équilibre. Les Beaumont, non plus un empire froid, mais un phare de justice sociale. Un soir d'hiver, alors que la neige saupoudrait les boulevards, Sophie et Pierre marchèrent bras dessus, bras dessous vers l'école. L'image finale gravait la mémoire, sous les becs de gaz crépitants, leurs silhouettes enlacées se découpant contre l'horizon flou de la Seine, un baiser par amour pur, lèvres se joignant avec une tendresse conquise, tandis que les lumières de l'atelier brillaient au loin, animées par les rires des élèves. Le Legs en action.
Des aiguilles d'encens, des rêves tissés, un futur où l'opulence nourrissait l'espoir. Pourtant, une lettre arriva le lendemain, glissée sous la porte par un coursier anonyme. De l'exil, Victor observe. Attention aux rails qui bifurquent. Un ganchot doux pour l'inconnu, mais leur union scellée défiait les ombres restantes. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette aube tumultueuse à la Bourse de Paris, et la ville, toujours changeante sous le ciel capricieux de la Troisième République, avait vu ses boulevards s'élargir, ses théâtres s'illuminer de nouvelles farandoles. L'hôtel particulier des Beaumont, rue de Rivoli, n'était plus le bastion austère d'autrefois. Les murs lambrissés avaient cédé la place à des vitraux colorés filtrant la lumière sur des tapis d'Orient usés par les pas joyeux d'enfants. Sophie Duval, née Beaumont, 32 ans désormais, se tenait à la fenêtre du salon, un châle de laine douce sur les épaules. Ses cheveux châtains, striés de fils d'argent précoce, cascadaient en un chignon lâche, et ses yeux verts, autrefois pétillants de rébellion, brillaient d'une sérénité conquise. À ses côtés, un petit garçon de 8 ans, Henri Pierre, tirait sur sa jupe de serge bleu marine, ses boucles sombres héritées de son père dansant au rythme de son impatience. « Maman, raconte encore l'histoire de l'atelier !» supplia l'enfant, ses yeux bleus, un mélange exact de ceux de Pierre, fixés sur elle avec avidité. Sophie sourit, un éclat nostalgique voilant son regard. Elle s'agenouilla, prenant son visage entre ses mains gantées de dentelle fine. « Plus tard, mon trésor, ton père arrive du chantier. » Derrière elle, une petite fille de 5 ans, Élise, prénommée en hommage à la fidèle camériste, jouait avec une poupée cousue main, ses rires perçant l'air comme des notes de piano oubliées. Le mariage, scellé 10 ans plus tôt dans l'intimité de la bibliothèque rénovée, avait fleuri en cette famille unie, où l'amour avait résisté aux tempêtes comme un chêne centenaire au vent d'hiver. Pierre Duval entra alors, poussière des rails sur son manteau de tweed gris, son visage buriné par le soleil et le labeur, mais adouci par les années. À 35 ans, il n'était plus le vagabond affamé du boulevard des Capucines. Maître tailleur prospère, il dirigeait désormais l'expansion de l'atelier des rêves, transformé en une école florissante comptant 200 élèves, des fils et filles d'ouvriers formés au métier, cousant des uniformes pour les lignes ferroviaires de son beau-père. « Sophie », murmura-t-il en l'embrassant sur la tempe, un geste simple et profond qui ravivait chaque fois le souvenir de leur première nuit sous la pluie. Ses mains, calleuses mais tendres, effleurèrent son épaule. La nouvelle voie vers Lyon est achevée. Henri est ravi. Henri Beaumont, 65 ans, veuf depuis longtemps mais entouré d'une ribambelle de petits-enfants, s'était retiré des affaires actives. Assis dans un fauteuil près de la cheminée, où un feu de bois crépitait doucement, il lisait Le Figaro d'une main tremblante, sa moustache blanche impeccablement taillée. L'empire ferroviaire, purgé des ombres de Victor, prospérait. Des trains reliaient Paris à Marseille en un jour, transportant non seulement des marchandises, mais des rêves d'égalité. Henri avait légué à Sophie la moitié des parts, la voyant comme l'héritière morale, une transformation complète, de tyran distant à patriarche bienveillant. « Ma fille, dit-il en relevant les yeux, tu as tout changé. Sans toi, nous serions encore enchaînés aux mensonges. » Les changements familiaux s'étaient tissés patiemment. Élise, la camériste d'antan, avait épousé un jeune ingénieur des rails et vivait désormais dans une maisonnette aux abords de l'école où elle enseignait la broderie aux plus jeunes. Sa loyauté avait été récompensée par une vie stable, loin des cuisines enfumées. Madame Duvalier, l'ancienne chaperonne acariâtre, avait trouvé refuge dans une pension pour veuves que Sophie avait fondée, passant ses jours à broder des napperons pour les élèves, son fiel adouci par les ans et la gratitude. Les oncles et tantes, autrefois neutres dans le scandale, s'étaient repositionnés en soutien fervent, assistant aux inaugurations des nouvelles ailes de l'atelier avec des discours élogieux. Mais le prix payé par certains pesait encore dans les silences du soir. Victor Langlois, exilé en Algérie depuis 10 ans, n'avait plus donné signe de vie.
Des rumeurs parvenaient par des voyageurs. Il végétait comme clerc dans un bureau colonial à Alger, rongé par l'amertume, sa fortune envolée, son ambition brisée comme un fil tendu à rompre. Une lettre sporadique, arrivée l'an dernier, suppliait Henri d'une pension, refusée. Il a payé cher sa cupidité, murmurait Sophie parfois, un frisson de nostalgie mêlé à une justice froide. Pierre, lui, portait les cicatrices intimes, des nuits hantées par le souvenir de la cellule, un doute fugace sur sa légitimité dans ce monde opulent. Pourtant, l'amour avait endurance. Chaque matin, ils marchaient ensemble vers l'école main dans la main, leurs enfants courant devant, symbole d'un legs vivant. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait Paris d'une brume orangée, la famille se réunit pour un dîner simple. Sole meunière, pain frais de la boulangerie voisine et un vin de Bordeaux millésimé. Henri leva son verre, sa voix rauque d'émotion. « À nous, qui avons traversé l'abîme. » Sophie croisa le regard de Pierre, un sourire complice illuminant son visage. Les enfants riaient, ignorant les ombres du passé. L'école des rêves, avec ses fenêtres allumées au loin, bourdonnait encore. Des aiguilles dansaient, des patronages se déployaient, et des jeunes filles comme Sophie jadis apprenaient à défier les conventions. Dehors, la Seine murmurait son chant éternel, et Sophie, serrant la main de Pierre sous la table, sentit une vague de nostalgie l'envahir. 10 ans. Et pourtant, ce premier dîner aux Maxims semblait hier, un festin partagé sous les regards incrédules. L'amour avait triomphé, forgé dans le feu des injustices, et leur famille en était la preuve vivante. Henri-Pierre grimpa sur les genoux de son père, demandant une histoire de train. Pierre rit, commençant le récit, tandis que Sophie observait le cœur gonflé. Le passé payait ses dettes. Le présent rayonnait, et l'avenir, tissé de fils solides, s'étendait comme un horizon infini. Paris, indifférente, continuait son ballet. Mais pour eux, la vie était un chef-d'œuvre accompli. Ainsi s'achève l'histoire envoûtante de Sophie et Pierre. Un récit tissé de contrastes, d'injustice et de triomphe qui nous rappelle que l'amour véritable naît souvent dans les ombres les plus sombres de la société. Dans cette belle époque parisienne, où les boulevards étincelaient sous les becs de gaz et où les classes sociales formaient des remparts invisibles, nous avons vu une jeune héritière braver les conventions pour tendre la main à un homme affamé. Leur union, forgée dans le feu des complots et des scandales, nous enseigne des leçons intemporelles. La compassion peut renverser les empires de la cupidité, et la vérité, même murmurée dans l'ombre, finit par illuminer les salons les plus opulents. Pensez-y un instant. Sophie, prisonnière d'un monde de soieries et de mariages arrangés, a osé inviter Pierre à sa table, brisant ainsi les chaînes d'un destin imposé. Pierre, marqué par la faim et la perte, a trouvé en elle non seulement un refuge, mais une force pour se relever. Ensemble, ils ont affronté Victor, ce serpent ambitieux dont les machinations nous rappellent que la trahison prospère quand le silence règne. Mais leur victoire n'était pas seulement personnelle, elle a donné naissance à un legs durable, une école où les rêves des humbles deviennent réalité. Quelle leçon puissante! Dans une époque de contrastes criants, comme la nôtre parfois, il suffit d'un geste audacieux pour réécrire l'histoire. Cette narration nous invite à réfléchir à nos propres vies. Avez-vous déjà tendu la main à un inconnu au risque de tout perdre, ou avez-vous laissé les ombres de la jalousie obscurcir vos pas? Sophie et Pierre nous montrent que la justice triomphe quand on ose parler, quand on unit ses forces contre l'injustice. Leur amour, pur et résistant, nous prouve que les cœurs sincères transcendent les barrières sociales et que le vrai luxe n'est pas dans les festins du Maxims, mais dans la liberté d'aimer sans chaîne. Si cette histoire vous a touché au plus profond, comme elle l'a fait pour tant d'autres, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'avez-vous ressenti lors du climax à la bourse? Ou quelles leçons retiendrez-vous pour votre propre chemin? Et pour savoir qui a suivi cette épopée jusqu'au bout, écrivez le mot « Rails » dans votre message. Cela m'aidera à célébrer votre fidélité
et à propager ces contes inspirants à un public encore plus large. Votre voix compte et ensemble, nous tissons une communauté passionnée par les récits qui éveillent l'âme. N'oubliez pas de liker cette vidéo si les rebondissements vous ont captivé et abonnez-vous au canal pour ne rater aucune nouvelle aventure. J'ai préparé d'autres histoires tout aussi émouvantes, inspirées de la Belle Époque, des romances interdites à Lyon, des intrigues familiales à Nice ou des drames passionnés à Cannes. Cliquez sur les cartes en fin de vidéo pour les découvrir et plonger dans ces mondes d'élégance et de drame. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les rues de Paris où chaque pavé raconte une histoire. Jusqu'à la prochaine, que votre cœur reste ouvert aux rencontres inattendues. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles émotions. Environ 872 mots.